Pappus, né en Espagne, à la Corogne, non loin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est un parfait Parisien. Et la première partie de sa vie se déroule dans le 9e arrondissement de Paris, et il fait sa communion à l'église Saint-Pierre de Montmartre. La véritable entrée dans la vie pour Pappus, c'est en réalité son rattachement au collège Rollin, où il va faire ses études. Et c'est là où il va rencontrer 3 condisciples, en quelque sorte ses premiers compagnons réellement, c'est-à-dire Léon Alfred Fourneau, Émile Gary, dit Gary de la Croze, et Georges Polti. Le premier n'exerce pas une réelle influence sur Pappus, qui à l'époque est connu sous le nom de Gérard Ancos, évidemment. En revanche, Émile Gary et Georges Polti, qui vont co-signer quelque temps plus tard un ouvrage intitulé « La théorie des tempéraments et leurs pratiques », vont directement être liés à l'introduction de Pappus dans le monde de l'occultisme. De quelle manière? On est à ce moment-là à une période où Pappus est adolescent. Et c'est un élève relativement turbulent du collège Rollin. Et il s'échappe parfois pour aller rendre visite, sous la conduite de ses condisciples qui sont un peu plus âgés que lui, à des lieux de vie, des cabarets, dont en particulier le cabaret du Chat Noir, qui venait d'ouvrir ses portes. Et c'est dans cet univers du Chat Noir que Pappus rentre en contact de diverses personnalités comme Émile Goudot, Catulle Mendès, Léon Bloy, Jean Moréas, c'est-à-dire la vie de cet adolescent curieux et le monde, plus tard, qui sera celui de l'occultisme. Baignant dans cette atmosphère littéraire, et que l'on peut appeler ésotérique au sens initial du mot, Pappus va publier son premier ouvrage, quelques années plus tard, baignant dans cette atmosphère, qui s'appelle Hypothèse. On est en octobre 1884 et Pappus a 19 ans. L'opuscule est modeste, mais il annonce déjà toute l'œuvre future de Pappus. En effet, il y parle à l'intérieur de l'influence des astres dans la production des idées et de l'importance de la loi d'analogie dans le cadre de la vie. Pappus va quitter, un an plus tard, en 1885, le domicile familial, période dont Roger nous a parlé, où il va engager ses études de médecine, intégrant les cours de la faculté. Mais au même moment, il devient un lecteur assidu de la Bibliothèque nationale. Et là, il se passionne pour l'ensemble des écrits occultistes, une passion éveillé par ses rencontres et les discussions qu'il a eues avec les personnalités du Chat Noir, dont en particulier une personnalité qui va énormément le marquer, Louis Lucas, auquel il rend d'ailleurs un hommage appuyé dans l'occultisme contemporain, son premier véritable livre consacré aux sciences occultes, en 1887. De Louis Lucas, Pappus va étendre son intérêt pour les œuvres de Fabre d'Olivet, de Vronsky, de l'ex-prêtre abbé Constant qui signait sous le nom d'Eliphas Lévy, et surtout Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qu'il regarde comme son maître. Toutes ces lectures, d'ailleurs, le conduisent à s'affilier en 1887 à la Société théosophique. Et devenant membre de la loge parisienne Isis, il entre en relation avec Félix Gaboriau, qu'on devrait d'ailleurs appeler Félix Krishna Gaboriau, puisque c'était le patronyme qu'il avait utilisé, et
Qui est Gaboriau? Gaboriau est le directeur d'une revue qui s'appelle Le Lotus. Et à l'intérieur de cette revue écrivent des personnalités comme Albert Faucheux, François-Charles Barlet, qui va jouer un rôle très important ensuite. Et Papus, peu à peu, à leur contact, au contact de ses lectures personnelles, commence à observer une distance avec les idées prônées par Madame Blavatsky et le colonel Olcott. Il privilégie les principes, pour lui, d'un ésotérisme occidental. Il est gêné, d'une certaine manière, par les tendances orientales que l'on trouve au sein de la société théosophique. Et c'est d'ailleurs en prenant cette distance avec la société théosophique et sa revue, le Lotus, qu'il fonde l'initiation. L'initiation qui est fondée précisément en 1888 pour devenir le pendant consacré à l'ésotérisme occidental de ce que le Lotus était pour la société théosophique. Ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que Papus, dans l'initiation, lorsqu'il signale, en le regrettant d'ailleurs, l'arrêt de la publication du Lotus, parce que son retrait met fin à la publication du Lotus, il décrit que cette revue va réaliser la rencontre avec toutes les personnalités qui vont suivre Papus dans son aventure au titre de l'occultisme parisien de cette époque. Prenant donc la succession du Lotus, dès sa première année d'existence, à partir de 1889, l'initiation regroupe, sous la direction de Papus, qui signe d'ailleurs plusieurs articles, des textes consacrés au sujet de prédilection et qui vont figurer autour de Papus. Vous allez voir, la liste, en réalité, c'est celle des premiers compagnons, fondateurs ensuite de l'ordre martiniste et du groupe indépendant d'études ésotériques. Charles Barlet, Joséphin Péladan, qui à l'époque n'est pas encore le Sar, Joséphin Péladan, Stanislas de Guetta, Julien Leger, Georges Polti, Gary Delacroze, Jules Lermina, auteur de romans sous le pseudonyme de William Cobb, Émile Goudot, Fabre des Essarts, celui qui consacrera évêque d'Alexandrie René Guénon un peu plus tard, c'est-à-dire un groupe à la fois extraordinairement riche, fait de personnalités qui vont avoir une place significative dans le monde de l'occultisme, qui regroupe, à ce moment-là de notre exposé, les amitiés de collège, du Collège Rollin, et les démissionnaires de la revue du Lotus. Intégrant Joséphin Péladan, il faut faire une petite remarque rapide, et Stanislas de Guetta, ces deux personnalités avaient fondé l'année précédente l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Et c'est cet ordre qui va servir d'exemple et de cénacle préparatoire aux entreprises de Papus par la suite. Parce qu'il y rencontre, après y avoir été reçu lui-même, Maurice Barrès, Yvon Leloup, qui se fera connaître sous le nom de Paul Sédir, qu'il avait d'ailleurs entrevu par le biais de Chamuel à la librairie du Merveilleux. Et ces personnalités vont être invitées par Papus à constituer un groupe consacré à l'étude de l'ésotérisme que l'on va désigner sous le nom de groupe indépendant d'études ésotériques. Ce cercle, si l'on peut dire, de ces premiers compagnons de travail effectif qui se consacrent à l'hermétisme, la kabbale, l'astrologie, les arts divinatoires, la magie, l'hiéroglyphe, l'hypnotisme, le magnétisme, la mythologie, le symbolisme, avec un enthousiasme et un intérêt extraordinaire pour l'ensemble de ces thématiques, va également, si l'on peut dire, porter sur les fonds baptismaux la librairie qui va servir de quartier général à l'ensemble de ces activités
au 29 de la rue Trévise, qui est celle donc fondée par Lucien Chamuel, évidemment, la librairie du Merveilleux. Et dans cette librairie du Merveilleux, eh bien, on va s'y consacrer à ce que l'on fait cet après-midi, aujourd'hui, c'est-à-dire des conférences. On donne des conférences et dans ces conférences, on aborde l'ensemble des sujets qui passionnent à la fois les lecteurs des ouvrages qui s'expriment, mais également le tout Paris de la réflexion portée vers les sujets ésotériques. À la période, Barrès, Moréas invitent Papus à des repas le mardi pour découvrir différentes personnalités du monde littéraire parisien. Je crois que c'est important qu'on le souligne parce que Papus n'est pas enfermé dans le monde de l'occultisme. Il rayonne très largement auprès des personnalités littéraires. Et avec Jean Moréas, il rencontre des personnages liés au mouvement du Félibrige qui défendent la langue occitane et le moment du Midi, dont un certain Charles Maurras, qui échange des lettres tout à fait surprenantes pour ce que l'on sait être le devenir ensuite du personnage dans son intérêt pour les sujets ésotériques. Enfin, vous lirez tout ça dans les textes lorsqu'ils seront publiés, j'abrège sur le sujet. Alors, nous voilà donc à une période très effervescente où Papus est membre de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, entouré de frères, de personnalités déterminantes dans son évolution, et il prend l'idée personnelle, suite à une rencontre d'un autre compagnon qu'il faut souligner, Augustin Chabozeau, Pierre-Augustin Chabozeau, connu sur les bancs de la faculté, où, dans une conversation avec Chabozeau, lors d'un déjeuner du fameux mardi dont j'évoquais, en présence de Jean Moréas et de Maurras, est révélé leur commune filiation de désir ou réel avec Louis-Claude de Saint-Martin. Et ils se découvrent l'un à l'autre un héritage distinct mais commun. Il n'entre pas dans notre sujet d'examiner les liens, les sources et cette généalogie. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'après plusieurs étapes intermédiaires, l'ordre martiniste, en février 1889, suivi de la publication dans l'initiation du manifeste de l'ordre martiniste en 1890, de l'édition des statuts de l'ordre et des cahiers d'instruction en 1891, est constitué le premier suprême conseil en 1891 et qui regroupe toutes les personnalités qui écrivaient dans l'initiation et qui sont, dans le cadre du groupe d'études ésotériques indépendants, les premiers ferments déterminants du premier suprême conseil de l'ordre et qui réunit donc, outre Augustin Chabozeau, qui se retirera relativement rapidement, mais Barlet, Paul Adam, Barrès, Bourget, Chamuel, Stanislas de Guetta, Julien Leger, Georges Montière, Péladan, Sédir, Oswald Wirth, qu'on intègre. Et après leur départ, puisque Barrès et Péladan vont décider de s'éloigner, remplacés par Marc Aven et Victor-Émile Michelet. Il nous faut aborder à présent la seconde vague des compagnons de Papus, puisque nous avons déployé ici rapidement le premier mouvement. Alors qu'il avait été refusé en 1899
ici même, à la Grande Loge de France, sous le prétexte d'une tendance trop affirmée à la complaisance vis-à-vis de l'occultisme, Papus voulut que l'ordre martiniste puisse contribuer à spiritualiser la franc-maçonnerie. On peut considérer qu'il y est assez bien parvenu, d'ailleurs, à cet égard. Se développant de façon tout à fait remarquable, l'ordre martiniste voit arriver à lui des personnalités qui vont être ceux de la seconde vague des compagnons de Papus. Camille Flammarion, astronome, profondément marqué par la pensée spirite d'Allan Kardec. La cantatrice Emma Calvé, Albert de Rochat-d'Aiglon, fasciné par le paranormal. Et puis surtout, un certain Jules Douanel, qui rejoint l'ordre martiniste dès 1890, mais qui a pour caractéristique d'être à l'origine, d'être le fondateur de l'Église gnostique. Alors, je ne décris pas les conditions de cette fondation, mais la communication de la fondation de cette Église gnostique est faite dans les colonnes de l'initiation. Alors, une anecdote tout de même, je pense qui intéressera beaucoup de monde. Vous savez que le martinisme n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation à Rome. Il n'y a, à l'égard de l'ordre martiniste, aucune décision d'autorité de la Sainte Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais parce que Douanel annonce la création de l'Église gnostique dans les colonnes de l'initiation, l'initiation, par un décret du Saint-Office, est mise à l'index. Alors je vous rassure, l'index a été abandonné depuis Vatican II et 1968, mais néanmoins, la lecture de l'initiation était défendue aux catholiques et il était absolument interdit que les feuillets de l'initiation puissent venir troubler la conscience des pieux fidèles de l'Église. C'est donc dans l'article 7 des déclarations du Saint-Synode gnostique où Jules Douanel va répondre dans les colonnes de l'initiation. Il faut reconnaître à Papus un vrai courage de ce point de vue en conservant sa fidélité entière, malgré... Il faut imaginer ce que signifiait une mise à l'index à l'époque par l'Église, vu l'influence dans le cadre de la société. Papus est intangible. Il conserve à Douanel toute sa fidélité et il publie la réponse de Douanel. Alors, citons également, au-delà de Douanel, d'autres personnalités marquantes qui vont rejoindre l'ordre martiniste à cette époque-là, qui vont devenir des compagnons de route de Papus. Gérard Abraham van Rysbeck, qu'il ne faut pas oublier, et dont les études sur Martinez de Pasquali à cette époque-là sont vraiment extraordinairement novatrices. Le docteur Edward Blitz, auquel Papus va confier le devenir de l'ordre martiniste aux États-Unis. Alors, aussi un point très intéressant pour notre sujet, Blitz est un franc-maçon qui fréquente le grand prieuré indépendant d'Helvétie à Genève, et en particulier une loge qui s'appelle l'Union des Cœurs. Et il va recevoir de la part des frères du grand prieuré indépendant d'Helvétie une patente pour installer le régime écossais rectifié aux États-Unis. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Blitz, à la demande de Papus, va intégrer à l'intérieur de l'ordre martiniste des éléments de la spiritualité rectifiée et surtout, puisqu'il est armé chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, et certains même disent dans des grades non ostensibles qui existaient au XVIIIe siècle et qui auraient perduré, introduire dans la spiritualité et les transmissions de l'ordre martiniste, et en particulier les rituels qui vont être écrits par Blitz à ce moment-là,
des éléments de qualification initiatique issus de Villermoz, qui est le seul lien du point de vue de la chaîne de transmission qui nous rattache à qui? À Martinez de Pasquali. Et puis, une autre personnalité également, René Guénon, dont le passage va être relativement troublé à l'intérieur de l'ordre martiniste, qui s'inscrit en 1906 à l'école des sciences hermétiques, qui est reçu martiniste et qui va être le secrétaire de séance de la réunion de 1908, qui se veut la fédération de l'ensemble des ordres, des structures ayant vocation à travailler dans le cadre de l'ésotérisme. Alors vous savez que Guénon prendra l'initiative par une séance spirite où le spectre de Jacques de Molay lui apparaîtra et lui demandera de fonder l'ordre rénové du Temple, de se séparer. C'est quand même lui qui écrira l'Erreur Spirit, quelques années plus tard. Enfin bon, de se séparer de Papus, emmenant avec lui les premiers fidèles autour de Papus, et puis surtout les fichiers de l'ordre, pour se constituer évidemment un réseau. Alors, j'explique tout ça dans le texte, vous verrez, c'est assez passionnant. Quoi qu'il en soit, Guénon s'éloigne de l'ordre martiniste qui, lui, se développe et ne cesse de rayonner du point de vue de son influence. À cet instant de l'exposé, bon ça va, il me reste à peu près 2-3 heures, évoquant les compagnons de Papus, il faut évoquer les compagnes de Papus. Je crois qu'on ne peut pas, mesdames, délivrer à 15 heures dans les voûtes de la Grande Loge de France un exposé sur les compagnons de Papus sans parler de l'aspect féminin de cet aspect. Papus, du point de vue de sa vie sur le plan sentimental, a vécu une très belle passion pour une Russe dont on sait peu de choses. Et puis il rencontre en 1884 Anna de Wolska, d'origine polonaise, qui va s'engager auprès de Papus lors du lancement de la librairie du Merveilleux, et qui sera présente également le 18 décembre 1889 à l'occasion de la première création du groupe indépendant d'études ésotériques. Elle reçoit le diplôme d'honneur décerné officiellement par le groupe. Elle est, il faut le remarquer, admise au degré de supérieur inconnu. Mais les activités de Papus, nombreuses, constantes, l'éloignent du foyer. Anna de Wolska se lasse un peu de ses absences et le ménage voit les premiers amours se refroidir un peu. Et c'est alors que Papus fait la connaissance de Mathilde Ignard d'Argence, une jeune veuve, mère de 2 enfants, qu'il épouse cette fois-ci, religieusement, ce qui montre qu'il n'était pas excommunié, qu'on pouvait être président de l'ordre martiniste et se marier à l'église Notre-Dame d'Auteuil, et il déménage de son modeste logis du 14 rue de Strasbourg pour l'appartement de sa femme au 42 rue des Perchamps à Auteuil, puis la suivant dans la Villa Montmorency à Passy, qui devient l'adresse de son cabinet, mais dont fiait le siège de l'initiation à cette époque. On retiendra que c'est grâce à Mathilde, son épouse, qui va rentrer en contact avec Nizier-Anthelme Philippe, plus connu sous le nom de Monsieur Philippe, Maître Philippe ou encore Maître Philippe de Lyon. Toutefois, son mariage, encore une fois,
subit quelques difficultés et Pappus décide de prendre quelques distances, ne divorce pas, mais il emménage rue de Savoie et se rapproche de la fille d'un magnétiseur, Jeanne Robert, avec laquelle il eut 2 enfants. Regina, en 1904, qui décéda fort jeune, et en 1907, Philippe, le 2 janvier 1906 exactement. Enfin, au nombre de ces femmes qui ont entouré Pappus, signalons sa propre sœur, Louise Ancos, née en 1878, disparue en 1961, qui épousa un martiniste, Pierre Delin, et qui fut reçu par son frère à titre honoraire le 11 septembre 1895 au 3e degré martiniste et bénéficia même d'un siège au suprême conseil de l'ordre. Au sein du groupe des compagnons qui entourèrent Pappus dans son activité au service du rayonnement de l'occultisme, certains se détachent en raison de leur proximité humaine et du caractère même de leur vie spirituelle. Et l'on peut signaler Paul Sédir, de ce point de vue, déjà cité, et Marc Aven, c'est-à-dire Emmanuel Lalande, de son nom civil, qui rencontre Pappus à la librairie du Merveilleux et qui devient par la suite, en épousant la fille de Philippe Anthelme, qui s'appelait Victoire, le gendre de Nisier Anthelme Philippe. Ce premier cercle des intimes parmi l'ensemble des compagnons est vraiment celui à l'intérieur duquel Pappus va s'orienter de plus en plus vers un christianisme dépouillé, simplifié, osons le mot, disons, plus mystique, plus priant, dont le caractère opératif n'a pas été oublié, mais d'une opération différente, qui est celle d'une relation immédiate, interne, pour reprendre les termes de Louis-Claude de Saint-Martin, entre l'âme et le divin. Victor-Émile Michelet, témoin privilégié de cette période, et on pourrait dire un observateur de toute l'aventure papusienne, a publié en 1937 un livre de souvenirs qu'il a intitulé « Les compagnons de la hiérophanie » et dans lequel il retrace le parcours de tous ceux, ou presque, qui participèrent du monde de l'occultisme à la fin du XIXe siècle. Pappus, y est-il dit, visa à assurer à la transcendance une réussite sociale. Je trouve la formule tout à fait extraordinaire, parce que quand on regarde la vie de Pappus, c'est vraiment ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu inscrire dans la réalité sociale, dans les faits, le domaine de la transcendance, des sciences occultes et de l'ésotérisme. Et l'ayant fait avec un dynamisme, une foi, une énergie tout à fait extraordinaire. Victor-Émile Michelet dit « Il a soulevé hardiment le voile qui protégeait autrefois les sujets réservés en les mettant à la portée d'un large public. » Quoi qu'il en soit, qu'on le déplore ou qu'on le loue, puisqu'il a été critiqué pour cette action et cette initiative, la vive lumière projetée sur ces vérités secrètes par Pappus doit nous obliger, nous contraindre à reconnaître qu'il le fit en n'économisant ni son temps, ni son énergie, ni ses forces et sa propre santé. Et c'est pourquoi, épuisé, après différents épisodes, des visites en Russie, etc., et encore jeune, il quitte ce monde le 25 octobre 1916 pour la plus grande tristesse de tous ses compagnons. Une cérémonie religieuse de ses obsèques se déroule le 28 octobre dans l'église Notre-Dame de Lorette,
donc il a droit à une sépulture religieuse, encore une fois, devant une assistance très nombreuse qui réunissait en ultime adieu amis, disciples, admirateurs, mais aussi patients, malades, reconnaissants, parfois dépourvus de toute fortune que Pappus avait soigné par charité gratuitement. Et c'est l'un des plus proches compagnons de Pappus, c'est dire, qui va prononcer l'adieu à Pappus dans l'Église. Et ces paroles, nous allons les faire celles de notre conclusion. Eu égard à cet aspect humain qu'il y a à la fois ces hommes, ces esprits, dans une destinée toute consacrée à la défense de l'ésotérisme et des vérités de l'occulte. Voici ce que dit Sédir devant la dépouille de Pappus. Je trahis peut-être ici les secrets d'une amitié dont je m'honore infiniment. Mais il me semble juste qu'au couronnement de cette carrière si remplie, une voix dise tout haut ce que tant de reconnaissance murmurent tout bas. L'érudit, le philosophe aux splendides intuitions, le propagandiste puissant, le conférencier applaudi, le voyant, le thérapeute habile, tous ces aspects admirables s'unissaient en sa personne, en la personne de cet homme de bien dont la dépouille dès maintenant vénérable est confiée aujourd'hui à notre mère commune. Imitons, dit-il, cet initiateur qui voulut n'être qu'un ami pour nous et qui fut assez fort pour cacher ses douleurs et ses misères sous un perpétuel sourire. Séchons nos larmes, nos amis. Elle les retiendrait dans les ombres et réjouissons-nous, comme lui-même se réjouit, de revoir enfin face à face le tout-puissant thérapeute, l'authentique pasteur des âmes, l'ami éternel et bien-aimé dont il fut le fidèle servant. Par ces mots, je crois, nos hommages sincères sont rendus à la personnalité extraordinaire de Pappus et à de l'héritage magnifique qu'il nous laisse aux uns et aux autres comme un trésor, une mémoire, mais aussi un dépôt à faire fructifier pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie.